Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné cette semaine et pour changer de Kira. Comment vas-tu Kira, ta semaine, tout ça, comme d'hab quoi? C'est vrai que c'est très original. Bah écoute, ça va, une petite semaine plus ou moins tranquille. Tu vois, aujourd'hui j'étais en repos parce que j'avais beaucoup de RTT, on va dire, de récup. Donc je n'ai pas travaillé aujourd'hui, ce qui était plutôt cool. Donc j'en ai profité pour regarder Mesrine, tu sais, le diptyque qui est très très cool. J'avais pas vu depuis au moins 10 ans, donc je me suis refait les 2 films. Et j'ai relancé vite fait aujourd'hui, parce que j'avais envie d'un peu de dépaysement, j'ai relancé Ghost of Tsushima, histoire de flâner un petit peu sur cette île japonaise et de vivre un petit peu cette ambiance. Je vois que tout le monde est sur Assassin's Creed Shadow, donc ça m'a donné envie un petit peu de faire ça. Un petit peu de poésie, de calme et tout. Et c'est cool, donc j'étais à la chasse aux renards, tu vois, aujourd'hui. J'allais chasser les renards pour trouver les secrets de l'île, parce que j'avais pas fini le 100% du coup. Et sinon, bah à part ça, rien de spécial. Je continue GTA, je continue 2-3 petits jeux en parallèle, mais c'est plus des jeux surprises pour la taverne, pour les prochains tests. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine? Alors j'ai repris sérieusement Xenoblade Chronicle 2, donc j'en parle depuis 3-4 podcasts et le jeu m'était un petit peu tombé des mains. Ouais. Mais j'ai obtenu de l'aide, voilà, je l'avoue, je le dirai dans ma chronique. Parce que je m'en sortais pas, les monstres étaient des sacs à PV, il y avait pas de raison, et en effet il y avait une mécanique que j'avais pas compris, donc voilà, ça m'a vraiment débloqué la situation. Je suis reparti dedans avec entrain, plaisir et tout, donc c'est le jeu qui maintenant vraiment focalise toute mon attention, sachant que j'ai fini Wario Land 4, et tu nous en parleras un petit peu dans le sommaire et vous l'avez vu dans la vignette. Et enfin j'ai un dossier perso sur l'intelligence artificielle, voilà, qui m'a pris aussi beaucoup de temps, de mon temps libre. Et voilà, je suis pas peu fier, ça avance bien. Je me suis donné l'année pour coder en intelligence artificielle. Excellent. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, si vous êtes passionné d'IA, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ailleurs, Kira, le sommaire, on va voir que c'est la plus belle transition du monde. On t'écoute, mon cher Kira. Alors, niveau sommaire, on va parler du Silent Hill Transmission, qui est passé la semaine dernière maintenant. C'était le jour où on avait enregistré, je crois, on avait enregistré juste avant, donc c'est pour ça qu'on le débriefe maintenant. Derrière, je vais parler d'un vieux jeu Star Wars qui est en cours de remake depuis longtemps, dont on n'a pas trop de news, et là on en a un petit peu, donc c'est l'occasion, c'est Star Wars KOTOR. Derrière, on va parler de... Ah, j'ai oublié, on en a parlé il y a 2 secondes. Eh ben, d'intelligence artificielle, justement, de copilote chez Xbox. On va parler, voilà, de copilote chez Xbox. Pourquoi faire, je sais pas, tu vas peut-être nous le dire. Ensuite, le test de la semaine, c'est un petit dossier Wario Land sur les 4 jeux Game Boy. Donc c'est pas un seul jeu, c'est 4 jeux dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et moi je vais chroniquer la saison 2 de Squid Game. Bon, franchement, Kira, c'est un très beau programme. Je dis pas ça pour nous lancer des fleurs, mais en tout cas, moi ça me fait envie. Squid Game, j'ai hâte d'avoir ton avis dessus parce que pour moi, c'est la saison qui aurait pas dû exister tellement que la 1 est bonne. Donc on va pas commencer à débattre ici. La 1 est parfaite, même. Tellement que la 1 est parfaite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis dessus. Et Wario Land, bah voilà, ça va être une chronique un petit peu différente. Parce que là, ouais, exactement. Et puis je vais chroniquer plusieurs jeux. Enfin, je vais parler de la saga. Donc très cool. Et le petit point réseaux sociaux, le petit point auto-promo, Kira, qui est important pour nous, vous le savez. Voilà, si vous voulez faire du bien à Sid, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez également partager les épisodes, bien sûr, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles sur les applis de podcast. Ça nous fait vraiment plaisir, avec des petits commentaires. Surtout, on peut les lire. Maintenant, vous pouvez mettre des commentaires donc sur Apple Podcast, bien sûr. Vous avez le site web pour laisser des commentaires et également sur Spotify. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on vous cite en tout cas dans l'émission, on a encore eu des nouveaux commentaires, ça fait plaisir, mais on vous en parlera à la fin. Et donc sur Spotify, on a 329 notes, donc vous êtes des milliers à nous écouter, mais on a 329 notes, ce qui est déjà très très bien pour un podcast, sachez-le, mais on a encore une petite marge de progression, les 500 ça ferait plaisir, et peut-être qu'on va déclencher un petit concours sur les 500, enfin bref, 500 notes ça nous ferait énormément plaisir. Surtout que ça aide pour le référencement, ça nous permet d'avoir de la visibilité, parce qu'encore une fois, le podcast est gratuit, on demande rien du tout, juste un petit peu de visibilité pour les écoutes, tout simplement, pour partager la passion, quoi. Et générique, Kira, c'est le moment ? C'est parti. Allez.
Silent Hill Transmission qui a été diffusé le jour de l'enregistrement de notre dernière émission, ce qui nous a empêché de le débriefer à chaud. Donc une semaine après, vous aurez notre avis sur le Silent Hill Transmission. Donc avant de détailler vraiment le jeu, donc Silent Hill F, qui a fait vraiment l'objet de toute la conférence, premier truc, Kira, ça m'a étonné qu'ils aient parlé que de ça. Est-ce que toi, tu t'attendais déjà de prime abord à d'autres choses ? On se doutait un petit peu qu'ils allaient parler de celui-ci, mais est-ce que tu t'attendais à d'autres annonces ou enfin voilà, comment tu abordais, quelles étaient tes attentes vis-à-vis de cette conférence ? Alors j'attendais plusieurs choses. J'attendais bien sûr Silent Hill F, et là-dessus on peut dire qu'on a été servi du coup. J'attendais également qu'il parle du nouveau film Silent Hill réalisé par Christophe Gans. Ouais, moi aussi, c'est exactement. vrai que le film a déjà été tourné, là il est en post-production, et je pense que ça aurait été l'occasion de montrer une bande-annonce en tout cas. Et éventuellement, pourquoi pas un teasing peut-être. Après c'est vrai que je suis pas fan des teasings trop en avance, mais peut-être parler du nouveau, du prochain remake de la Bloober Team, savoir quel jeu était annoncé. Après, moi je les comprends, ils ont envie de vraiment focaliser sur, on va dire, le vrai redémarrage de la saga Silent Hill avec ce nouveau jeu, car celui de l'année dernière était quand même un remake. Mais en tout cas, là, on est bien parti pour avoir 2 prochains jeux dans les 2-3 ans, je pense. Ouais, je suis un petit peu comme toi. Après, je m'attendais... En fait, je pensais vraiment avoir du Silent Hill F à fond, donc ça on l'a eu. Je m'attendais à avoir le film aussi comme toi, parce qu'ils en avaient pas mal parlé, enfin ils avaient pas mal teasé l'année dernière dessus. C'est vrai. Et pour s'inscrire, tu vois, dans une certaine continuité, j'aurais aimé un petit trailer, j'avoue peut-être pas comme un trailer cinéma commercial tel qu'on a l'habitude, mais tu vois déjà des petites images, des petits screens un peu balancés, ça aurait été sympa. Christophe Gans par exemple, juste comme ça, où il parle comme ils ont fait pendant tout le Silent Hill Transmission, ça aurait été sympa, avec quelques images du film, même sans bande-annonce, mais au moins de montrer que Silent Hill vivait. Ouais, quoi. Exactement, pour faire vivre un peu le truc. Et moi j'étais chaud pour un petit teasing sur les remakes du 3 et du 1, ou du 1 et du 3, enfin bref. Ça aurait été très cool, mais on a eu du Silent Hill F donc le développement est assuré par un petit studio taïwanais dont j'ai oublié le nom, donc vous m'en voudrez pas, hein, je vous laisserai chercher. Et là où c'est vraiment, ça a été notre première surprise quand on a vu le trailer, et là on en voit beaucoup plus, et ma surprise est toujours aussi totale, c'est l'environnement. Donc ce Japon des années 60, dans une ville japonaise d'ailleurs que je crois qu'elle s'appelle Okomato ou quelque chose comme ça. Je corrigerai si c'est pas ça, mais en tout cas on voit la ville. Il y avait des images réelles donc cette ville existe vraiment. Oui. Ah non, c'est Kanayama la ville. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. C'était Kanayama et Okomato. J'ai mis ça quelque part dans mes notes, mais je sais même pas, enfin, c'était référence à quoi, bref, je crois que c'était le directeur du jeu ou un truc comme ça. Et donc, voilà, on en a vu un peu plus de ce folklore japonais, avec une héroïne, Hinako, qui est confrontée à diverses bêtes assez terrifiantes, avec un chara-design qui est là aussi en termes de un monstre design du coup, assez propre à cet épisode, je trouve, avec une certaine originalité. L'artiste, c'est Kera qui est derrière les créatures, et il disait que lui, il était fan justement de Silent Hill dans sa jeunesse, et que pour lui, c'est un moment ultra fort de designer des monstres maintenant pour le nouveau Silent Hill. Tu m'étonnes. Et j'imagine, pour lui, c'est la consécration de ouf. On a eu Akira Yamaoka à la musique, donc qui est le compositeur des musiques du monde de la brume, et il y aura le musique de l'autre monde, donc le sanctuaire des ténèbres, qui sera assuré par Kensuke Inage, qui a travaillé surtout sur des Musou et Tekken 8. Donc ça a été l'occasion, je trouve, ce Silent Hill Transmission, de voir vraiment un petit peu toutes les figures qui vont travailler sur toutes les têtes. Tu vois, j'ai parlé du chara designer, il y a eu aussi Ryukishi 07 qui est le scénariste, qui fait plutôt de l'animé, du manga, enfin des visual novels en fait japonaises, qui est très connu d'ailleurs avec Higurashi, je crois de mémoire, donc qui est un taulier, et il fait justement
qui ira du jeu d'horreur, suspense, tragédie, avec beaucoup de mystères et tout, des intrigues un peu complexes. Je trouve que ça s'inscrit carrément dans Silent Hill. Donc voilà, on a vu beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de tout ça, Kira? Alors moi, tu me connais, moi j'aime bien tout ce qui est, secret de fabrication, de voir un petit peu les petites mains derrière les jeux. Et T'aimes beaucoup les making-of déjà. Voilà ça. Et j'ai vraiment ça faisait un peu making-of. Ça faisait complètement making-of. Ouais, j'ai été conquis pour plusieurs choses. Alors déjà, je vais y aller par dans l'ordre. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Silent Hill F, le fait de situer le jeu dans le Japon des années 60 renouvelle complètement le lore de la saga. Il y a un petit côté Forbidden Siren, moi qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est un jeu que j'avais adoré sur PlayStation 3. Je suis content d'avoir cette vibe-là, Project Zero, tout à fait. Je suis content d'avoir cette vibe-là et cette ambiance à la fois poétique et macabre, tu vois, c'est à la fois beau et horrible à la fois, et ça m'a beaucoup plu. Et là où j'ai vraiment été content, c'est quand j'ai vu les personnes derrière qui parlaient de leurs intentions, et j'ai senti vraiment un profond respect pour la licence Silent Hill, et surtout on sentait qu'ils avaient quand même le poids d'un héritage sur les épaules et qu'ils avaient envie de bien faire. Donc on avait à la fois quelque chose de fidèle à Silent Hill, tout en ayant quelque chose de différent, en partant dans une autre direction. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure chose pour renouveler une saga. Donc ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai trouvé ça très, très pertinent, et j'ai pas vu les 30-40 minutes passer. Ouais, et tu as dit quelque chose de fondamental, c'est que je trouve... Alors ils n'étaient pas dans la justification, mais ils étaient plutôt dans expliquer leur démarche, leur intention. T'as raison, c'était vraiment une conférence autour de leur intention, parce que beaucoup de fans... Et pourtant, je suis fan de Silent Hill, critique le fait que ça se passe pas aux États-Unis, que ça se passe pas dans la ville de Silent Hill, que ça se passe dans la ville de Kanayama, du coup. Et en fait, moi, je trouve, comme tu l'as dit, que c'est le renouveau qu'avait besoin la saga, la série, qui s'était un petit peu perdue en plus dans les derniers épisodes. Et là, ils ont bien montré leur intention de redonner une dimension japonaise au jeu, parce que même si Silent Hill se passait en Amérique, dans une ville américaine, dans les faits, c'était un jeu quand même qui était très typé japonais dans ses thématiques, dans sa construction, etc. Donc je le vis presque comme un retour aux sources, surtout que ça se passe dans les années 60. Et leur intention, je la trouve super louable, très intéressante, et aussi très respectueuse. Il y a un petit détail que j'ai aimé, c'est qu'ils ont enregistré des vrais sons de la ville de Kanayama pour mettre dans leur jeu. Tu vois, c'est ce genre de petits détails qui vont rendre, je pense, le jeu vivant, et je leur fais vraiment toute confiance. En fait, après cette présentation, c'est ça. Je leur confierai mon argent sans problème pour acheter le jeu, tu vois. Après, j'ai vu aussi les critiques des gens qui disaient oui, mais c'est plus Silent Hill et tout. Après, Silent Hill, c'est surtout une ambiance, c'est des thématiques qui sont très très fortes. Et je pense, moi, que dans le jeu, ils vont faire un lien avec la ville de Silent Hill, parce qu'il y a une histoire un peu de monde parallèle. Donc je pense qu'ils peuvent faire un lien facilement avec la ville de Silent Hill, en tout cas. De l'autre côté, Silent Hill The Short Message, l'expérience qui était sortie se passait en Allemagne, et on avait quand même une ambiance Silent Hill, même si c'était quand même très différent, mais on avait quand même une sorte d'ambiance Silent Hill, du moins dans cette thématique, et c'est pour ça que moi je le vois vraiment comme un vrai Silent Hill, en tout cas ce que j'en ai vu, même si ça se passe pas dans la ville de Silent Hill. Et de mémoire, je crois que même que Silent Hill 4 The Room ne se passait pas à Silent Hill, je l'ai pas refait depuis longtemps le jeu, mais de mémoire il se passait pas à Silent Hill en fait. Il y avait un passage où ils allaient à Silent Hill via le trou dans la salle de bain, mais au final non, ça se passait dans une autre ville. Donc c'est pour ça, oui, Silent Hill c'est le nom de la ville, mais au-delà de ça, c'est plus un concept, une thématique, comme l'échelle de Jacob pourrait être un très bon Silent Hill par exemple. C'est l'inspiration en termes de film. C'est une inspiration. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose qui représente pour moi cette saga. Ouais, écoute, je suis complètement de ton avis. Moi, je trouve ça vraiment bien, et j'ai apprécié le côté très soigné en plus de la conférence, où il y avait des décors qui changeaient tout le temps, l'ambiance changeait, c'était assez dynamique, les plans de caméra aussi. Visiter les lieux du jeu, tout à fait. Ouais, ils ont abordé tout, je l'ai dit, la musique, l'architecture de la ville, les années 60, l'héroïne, enfin en tout cas moi je trouve ça très enthousiasmant, j'ai passé un super moment, et ça m'a rassuré, même si j'étais plutôt conquis par la proposition, et je suis très très curieux de voir ce que va faire Ryu Kishi, du coup, qui est vraiment un scénariste qui pour moi porte les codes de Silent Hill, avec un côté très psychologique, très troublant, très malaisant, un
style narratif qui colle vraiment aux intrigues assez complexes de Silent Hill. Donc vraiment, pour moi, c'est un carton. J'ai adoré cette conférence, même si en substance, il y avait que ce jeu, donc un petit peu déçu là-dessus. Mais ce qu'on en a vu, c'était top niveau. C'est clair, je suis totalement d'accord. J'aurais mis un petit Shadow Drop, une petite expérience comme ils avaient fait pour Short Message. Ça aurait été cool. J'attendais, parce qu'il parlait qu'il y aurait d'autres expériences qui arriveraient par la suite. Ce ne fut pas le cas, mais en tout cas, bon, il y avait de quoi manger. Et donc je confirme, The Room, c'était, merci Internet évidemment, c'était dans une autre ville, South Ashfield 8. C'est pour ça, c'est le souvenir que j'en avais, je l'ai pas refait depuis au moins 15 ans ou 20 ans, mais c'est le souvenir que j'en avais, j'ai toujours à la maison d'ailleurs celui-ci. On change d'ambiance, on va parler du remake de Star Wars The Knights of the Old Republic, donc KOTOR pour les intimes. Qui a quand même été annoncé en septembre 2021 lors d'un PlayStation Showcase. Est-ce que tu t'en souviens ? Ouais, pareil, c'était une sorte de teasing un peu rapide, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que annoncer un jeu trop tôt, pour moi, c'est toujours frustrant, en tout cas. Ce remake continue de susciter l'intérêt des fans, comme moi, malgré de nombreux défis qu'ont rencontré le développement, car initialement, il était développé par Aspyr Media et le projet était repris de zéro par Saber Interactive un an après donc le début de son développement, en 2022. Et Tim Willits, le directeur de création de chez Saber Interactive, a confirmé que le remake était toujours en cours, il était en bonne voie et que c'était le projet le plus avancé du studio. Alors à la base, le jeu fut annoncé comme une exclue temporaire à la PlayStation 5, mais il se murmurerait que ce ne serait plus le cas. Donc à voir ce que ça va donner. Saber Interactive ne se limite pas au remake de KOTOR, car le studio, on va dire, a grossi dernièrement, donc ils ont eu leur très très gros succès avec Warhammer 40 000 Space Marine 2. Du coup, ils ont annoncé un Space Marines 3, donc ils l'ont annoncé là au mois de mars, donc il y a quelques semaines, donc encore une fois du lourd. Il y a un Jurassic Park Survival qui est en développement, qui a été annoncé au Game Awards 2023. Et surtout, la news la plus intéressante également pour moi, c'est qu'ils ont annoncé un DLC solo narratif à Space Marines 2, donc suite au succès rencontré par le jeu. Saber Interactive a de nombreux projets en cours quand même, et ils ont surtout pour ambition de se positionner comme l'un des plus grands développeurs indépendants dans le domaine du jeu vidéo. C'est un studio que j'aime bien, ils ont fait des trucs très très cool, et je suis content en tout cas de savoir que KOTOR, qui est mon jeu Star Wars préféré, se retrouve en tout cas entre leurs mains. Bah ouais, c'est carrément cool. En effet, c'est un studio qui a le vent en poupe en ce moment, qui fonctionne bien, qui a fait pas mal de petites pépites et qui a surtout, je trouve, un gros succès d'estime. Il y a vraiment, c'est un studio qui est suivi, qui est apprécié, qui a l'image de faire les choses avec passion et engagement. Leur jeu Evil Dead était très très cool. Ouais, il y avait Evil Dead, il y avait SnowRunner, il y avait, je crois que c'est eux qui avaient fait aussi les remasters de Crisis Trilogy. Ça je savais pas. Si, je crois de mémoire. Et je viens de finir le 2. Je viens de finir Crisis 2 que j'avais jamais fait et je l'ai fini là la semaine dernière. Parce que c'est un studio qui sait un peu tout faire, je trouve, dans les remasters. Donc je parlais de Crisis, mais ils avaient fait aussi les remasters d'Halo, The Master Chief Collection, avec pareil, super 315. remaster. Bah ouais, non, mais tu vois, c'est un studio qui sont un très bon studio support, parce que là ils étaient en support de 343 Industries, mais ils savent aussi produire des jeux comme Warhammer Space Marine 2 qui a un carton. Donc moi je suis très content, c'est bien. Pour KOTOR, je trouve que c'est mieux qu'il soit entre les mains de Saber qu'entre les mains d'Aspyr Media, sachant que le directeur créatif s'était fait virer et tout. Enfin, il y a eu pas mal de sujets. Donc ouais, c'est cool. Et puis espérons qu'il soit multiplateforme, comme tu disais, que l'exclu tombe, et parce que Saber, je les vois pas trop faire des jeux exclusifs. Donc pour moi, ça sent très bon. Les signaux sont au vert. J'aime beaucoup aussi ce que dit souvent, parce que le directeur est très très prolifique sur les réseaux sociaux. Il a souvent des petites tirades intéressantes, et j'aime bien sa façon de voir le jeu vidéo, justement sur le fait que les AAA ou même les quadruple A, les jeux sont devenus à des tarifs totalement délirants et que c'est devenu très compliqué de rentrer dans les frais, et pour lui l'avenir ça reste du jeu AA, et moi je reste d'accord avec lui, car sur un jeu AA déjà les temps de développement sont plus courts, on peut se retrouver avec des très bonnes propositions et surtout avec des jeux plus originaux en fait. Donc oui, j'ai été hypé quand je dis ça. Je trouve que c'est très bien et je partage ton avis, je le dis souvent sur les triple A qui sont peut-être la plaie du jeu vidéo. Enfin en tout cas c'est la plaie à partir du moment où tout le monde a voulu faire des gros triple A, alors que les petits jeux, enfin les moyens jeux avec un budget plus raisonnable cartonnent tout autant. Et
Donc ouais, c'est un peu plus de raison dans le monde du jeu vidéo et ça, je trouve que ça fait du bien. Et ils sont un très bon représentant de ça, c'est pour ça, je pense qu'ils ont l'estime des joueurs. Et ben, continuons à parler de petits studios. Bon, on va parler d'Xbox, donc un gros constructeur et qui est un éditeur maintenant tentaculaire. Donc Xbox, c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle générative, j'avais parlé un petit peu il y a 2-3 semaines, je crois, du projet Muse. Et là, c'était un carton rouge pour nous. Tu sais, c'est leur intelligence artificielle qui est là pour remplacer un peu les créatifs et générer des éléments artistiques, des décors, des textures, etc. en IA. Donc ça, c'est no way, c'est l'usage de l'IA que je n'aime pas. Je crois que tu étais d'accord avec moi. On est d'accord. Mais là, on parle d'un autre usage, donc ça rejoint les agents d'IA génératifs comme on a l'habitude maintenant de voir, comme les ChatGPT, les Mistral, etc. Donc là, on va parler de Copilot. Donc Copilot qui est la solution d'IA générative de Microsoft, qui est intégrée dans plein... La solution toute flinguée. Toute flinguée, je l'aime pas du tout, je l'utilise au travail, mais j'aime pas. Qui est dans Teams, qui est dans Word aussi, enfin qui est dans le pack Office. Vous avez maintenant Copilot d'intégrer et qui est en effet une IA générative pas très efficace, je trouve, loin des ChatGPT ou Mistral. Et en fait, l'idée d'Xbox, et en soi, au-delà de la qualité ou pas de Copilot, on va s'intéresser plus à l'idée. Donc c'était lors d'un podcast, il y avait Fatima Kardar, qui est vice-président de la branche IA justement d'Xbox, et Jason Ronald, qui lui s'occupe plus de la partie innovation, etc., architecture. Donc ils expliquaient leurs ambitions vis-à-vis de Copilot, et c'est de l'intégrer, donc intégrer cet agent d'IA générative dans l'écosystème Xbox. Donc ça peut commencer par des fonctionnalités assez simples, assez basiques, et c'est les premières qu'on verra arriver. C'est tu demandes à ton IA propose-moi un jeu d'aventure et il va chercher dans le store un jeu qui correspond à tes goûts. Tu vas lui demander télécharge Gears of War, l'IA va faire d'elle-même, va télécharger le jeu. Donc c'est vraiment des tâches, tu vois, plutôt basiques, mais aussi ils donnent des exemples in-game pour t'aider. Donc ils avaient cité l'exemple de Minecraft où tu peux demander à ton IA, tiens, j'ai du bois, qu'est-ce que je peux en faire ? Et l'IA va t'aider, va te dire avec du bois tu peux construire telle ou telle chose, vas-y essaie. Ou dans Overwatch, un autre exemple qu'ils avaient pris, voici mon équipe, voici l'équipe adverse, quel personnage tu me recommandes de prendre pour contrebalancer et être efficace. Donc tu vois là, c'est des utilisations un peu plus in-game, factuelles, pour t'aider, concrètes. Qu'est-ce que tu penses toi de ces deux usages ? Déjà le premier, intégré en tant qu'assistant dans ton écosystème, et après in-game pour t'aider, te servir un petit peu de tutoriel interactif. Alors, l'intégrer dans l'écosystème pour ce que tu en décris, en tout cas, je trouve ça quand même complètement indispensable, à moins d'avoir 12 700 jeux dans sa bibliothèque et pas savoir quoi faire. Donc, je vois pas spécialement l'intérêt, mais bon, après, je pense que des fois, plus c'est gadget, plus c'est intéressant. L'autre point, le système d'aide au jeu, c'est pareil, je trouve qu'on est quand même, après c'est mon côté vieux boomer, mais je trouve qu'on est quand même dans une génération où on assiste vraiment beaucoup les gens, et il y a cette peur de la frustration qui est devenue hyper gênante, je trouve, quand on parle jeux vidéo, surtout quand on parle de Souls à certaines personnes, Souls-like, mais même en général, quand je vois les gens, ils perdent 2 fois contre un boss, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, et je trouve que c'est encore donner de la facilité, mais c'est pas de la bonne facilité, en fait. Là, c'est vraiment prendre par la main et t'expliquer comment faire. Et pour moi, c'est pas ma conception du jeu vidéo, c'est déjà pas ma conception de la vie en général, alors du jeu vidéo. En fait, t'as raison, et ça fait écho un peu à ce qu'il disait, je crois que c'était Jason Ronald qui disait ça, ou peut-être plutôt Fatima. Elle expliquait que c'est très générationnel, et elle parlait de la génération Z, où en effet, dans un jeu vidéo, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de limiter les points de friction, limiter les points de blocage, les points de frustration, pour rendre ton jeu fluide, pour qu'il soit vraiment dans un flow, tu vois, ou un flow continu où il n'y a pas en effet de point de blocage, pour pas mettez des cinématiques et des QTE, tu surcroît et c'est bon, tu passes, bientôt ça va devenir comme ça le jeu vidéo, quoi. Après, c'est vrai que c'est un biais,
peut être une dérive, mais en tout cas, ouais, c'est comme tu dis, c'est très générationnel. Moi, j'aime bien ce côté-là, plus d'un point de vue accessibilité. Tu vois, je me dis que, ok, une personne qui bute vraiment, au lieu de faire sa recherche Google, il va demander à son assistant et l'assistant va l'aider. Et ce qui va même jusqu'à lui faire passer le passage qui est compliqué, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas trop dans le narratif, comme tu dis, où il faut enlever toute frustration au joueur et presque jouer à sa place, lui enlever les frictions. Ça, je suis pas fan. Mais par contre, tu vois, aider un joueur vraiment dans le besoin, plus d'un point de vue accessibilité, je me dis pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est assez révélateur, je trouve, de en effet la société et le fait que ces grosses boîtes ont envie de mettre de l'IA un petit peu partout parce que ça fait très marketing. Et là, voilà, Xbox arrive. Donc, les débuts, ce seront avril 2025, d'abord que sur l'appli mobile. Et ils appellent ça Copilot for Gaming. Donc voilà, il faut s'attendre vraiment à ce que Copilot soit de plus en plus présent dans l'écosystème Xbox. Imagine déjà, moi, le backset dans le jeu vidéo, ça me fait péter un câble quand le personnage qui t'accompagne, il te dit « regarde là-bas, si tu appuies sur le bouton, tu vas ouvrir la porte. » Ça me saoule déjà. Alors là, là, c'est même plus du jeu vidéo, en fait. Là, c'est quelqu'un qui joue à ta place. C'est du streaming. Voilà, c'est Twitch. Ouais, c'est très particulier. Après, je pense que ça s'adresse pas à nous, tu vois, qui sommes plutôt quand même aguerris, enfin, qui sont des gros joueurs. Mais c'est plus pour les joueurs occasionnels, en effet. Mais ouais, c'est perturbant, je dirais, à voir comment c'est fait. Bientôt, ils nous sortiront des PNJ que sous IA, à qui on pourra parler à l'infini, avec qui on pourra converser. Demain, on pourra peut-être parler avec les personnages, nos héros de jeux vidéo. Enfin, tu vois, ça envoie vers des délires qui sont... Ouais, qui me font pas rêver en tout cas. Pourtant, je suis plutôt promoteur d'IA dans certains domaines, mais pas vraiment dans tout ce qui est culturel et artistique en tout cas. Et bien sur ces bonnes paroles, Kira, je te propose de parler d'un sujet qui a absolument rien à voir avec l'IA, parce qu'on va partir dans les années 90. Est-ce que tu avais joué un petit peu à Wario ? Oui, j'ai dû faire le premier Wario Land qui était sorti sur Game Boy à l'époque. C'était Wario Land ou Wario Land 2, je sais plus. J'en ai fait j'ai dû faire un des deux premiers. Eh ben, on va parler de Wario Land, mais alors c'est une chronique, comme je disais, un peu différente parce qu'on va retracer un peu tous les jeux, les quatre principaux jeux, parce qu'il y en a eu beaucoup plus. Moi, c'est mon premier jeu sur Game Boy, avant même Pokémon Bleu, qui était mon deuxième jeu. J'ai commencé par Wario Land, et pour tout te dire, Kira, c'est même ma première expérience Nintendo, c'est Wario Land. Ça n'a pas été Mario. Moi, j'ai découvert un peu l'univers Nintendo via Wario et pas via Mario, ce qui est quand même, tu vois, assez atypique. Je connaissais pas le personnage de Mario je connaissais d'abord Wario. Donc il y a eu 4 jeux sur lesquels je vais me concentrer. Donc c'est Wario Land, Super Mario Land 3, qui est le premier jeu Wario Land qui est sorti en 94. C'est celui-ci que j'ai dû faire. Exceptionnel. Wario Land 2 en 98, Wario Land 3 en 2000 et Wario Land 4 en 2001 sur Game Boy Advance. Donc réalisé par l'équipe de recherche et développement 1 de chez Nintendo. Pareil, on en parlera. Mais avant, un petit peu de musique, Kira, parce que j'aime aussi beaucoup les musiques de Wario Land. En fait, j'aime un peu tout, donc ce sera la chronique fanboy du plus gros alcoolo outrancier de chez Nintendo, donc Wario. Donc, petit tour du lore. Donc, ce qu'on appelle lore, c'est les scénarios, l'univers. Bon, c'est pas une personne, on est d'accord. C'est pas lore, c'est pas Lore Manodou par exemple. Non, c'est vraiment le lore, L-O-R-E. Alors, désolé que ma seule référence en lore féminine, c'est Lore Manodou. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Mais sinon, donc Wario, dans son premier épisode, et ça me fait, rien que ça me fait beaucoup rire, c'est Wario, il est jaloux du château de Mario. Donc Wario, il veut quoi ? Il veut son propre château. Donc il est à la recherche d'un énorme trésor qui avait été volé par le capitaine et son gang de pirates. Et donc tout au long de l'aventure, on va chercher à s'enrichir. Et ça, je trouve que franchement, rien que ça me fait marrer. Wario, il bosse pour la thune. Ouais. Il bosse pour la thune. Il veut de la thune. Il veut de la moula. Il veut de la moula, tout à fait. Je pense qu'il est peut-être suisse. C'est un capitaliste. Ouais, voilà, capitaliste, c'était mieux que suisse. Je vous aime beaucoup, amis suisses. Mais en gros, voilà, il veut du flouze. Il adore ça. Il veut le plus gros château. Donc, c'est un concours de château. Donc, ce qui est rigolo,
après je pense pas que c'est un spoil vraiment, mais à la fin du jeu, si vous avez récolté beaucoup de trésors ou beaucoup de pièces ou au contraire pas beaucoup, bah vous découvrez votre château. Et moi ça, Rex, c'est un élément qui m'avait marqué gamin. Si t'as pas trop cherché, t'as fait le jeu en ligne droite, ton château ce sera une niche de chien, une niche pour chien. Et si par contre t'as bien farmé le jeu, tu vas avoir un château magnifique avec un petit feu d'artifice et tout. Et ça, je trouve ça ultra savoureux. Et ça a vraiment contribué à mon amour pour le jeu. Est-ce que tu te rappelles de ta première partie, est-ce que tu avais une petite niche à chien, une petite maisonnette, un château, ou t'es jamais allé au bout? Je me souviens avoir eu une petite maison, c'est mes styles maison de maison de lotissement, tu vois, genre bon. Pas petit HLM, mais petite maison, quoi, toi. Petite maison de province sympa avec son petit jardin. Donc moi, la toute première fois, je pense que j'étais gamin, j'ai dû avoir la niche à chien, mais bon, ça m'avait fait marrer. Dans Wario Land 2, donc là sur Game Boy Color, il est dans son château, il est bien, sauf qu'il se fait attaquer par ces fameux pirates qui lui volent son trésor et qui inondent les lieux. Et là, il a envie de récupérer son flouze, encore une fois. Et il court encore après l'argent, notre cher Wario. Dans le troisième, pareil. J'en connais des comme ça. Il y en a. Comme Picsou, on peut dire, sauf que Picsou, lui, est riche. Wario, lui, court plutôt. J'en connais des comme ça. Donc dans le 3, je disais, Wario, il est aspiré dans une boîte à musique magique, donc une sorte de Jumanji. Moi, ça me faisait pas mal penser à Jumanji. Et pareil, il doit trouver des trésors. Plus un côté un peu Indiana Jones, j'ai trouvé dans celui-ci, plus où tu vas parcourir les lieux, chercher des trésors, revenir dans les niveaux et tout. Enfin, on le verra au travers du game design. Et enfin le 4. Donc là, il y a une légendaire pyramide. Pareil, c'est un peu cliché dans les jeux à trésors, mais il découvre une grande pyramide magnifique. Il s'engouffre. Ça fait partie du folklore. Oui, voilà, il s'engouffre dedans pour récupérer toutes les richesses. Donc c'est un pilleur de tombes aussi. Donc, après, je pense que on a tout dit sur le lore. Il veut de l'argent, il veut du flouze, et est-ce qu'on peut lui en vouloir à ce bon Wario avec toute sa bonhomie et son nez rouge? Ah, c'est l'alcool, hein, ça. C'est comme ça, il peut s'acheter encore plus de bouteilles. C'est vrai qu'ils l'ont fait quand même un peu poivreau, notre pauvre Wario. Mais bon, on va dire que ça contribue à son charme. Et donc, qui est derrière la création du personnage de Wario? Donc c'est un nom c'est un alcoolo aussi? Non, c'est une sommité du jeu vidéo, principalement chez Nintendo. Donc c'est Gunpei Yokoi. Est-ce que ce nom te parle, mon cher Kira? Non, ça ne me parle pas. C'est le monsieur qui a inventé la Game Boy. Ou le Game Boy. Ah ouais, carrément. Aussi les Game & Watch. Le Game Boy. La Game Boy, bon, voilà. C'est un garçon, c'est officiel. D'accord, je dirais le Game Boy, mais je dirais toujours la GameCube par contre. C'est le GameCube également, par contre la Wii est une fille. On lui doit la Game Boy, ou le Game Boy, les Game & Watch, on lui doit aussi la saga Metroid, c'est son équipe qui a créé Metroid, Wario bien sûr, et on lui doit aussi l'éminemment succès commercial qui est la Virtual Boy. Donc voilà, c'est dit avec beaucoup d'ironie, et si vous connaissez pas l'histoire du Virtual Boy, voilà, petite recherche Google, ça va être rigolo. Et aussi Hirofumi Matsuoka, donc là je l'ai bien dit, pour Wario Land 4, donc une autre équipe là-dessus, sachant qu'il a aussi travaillé, cette personne-là a travaillé sur un de mes Metroid préférés, donc Metroid Zero Mission. Donc autant dire que tu vois Wario sous ses airs de jeu un petit peu, je sais pas comment je peux dire, second couteau, un petit peu délirant, où tu poses ton cerveau, un petit peu second degré, etc. T'as quand même les tauliers qui étaient derrière, enfin tu vois, des gens qui étaient bien inspirés. Et parlons un petit peu du game design de ces jeux, parce que je vais le développer un peu après, donc je veux pas spoiler ma propre chronique, ce serait un peu bête, mais Mario existe, et Mario, à ce moment-là, c'est déjà un monument incroyable. Donc pour que Wario existe, il faut quand même qu'il y ait des éléments il faut des éléments différenciants. Donc Wario est l'antagoniste maléfique de Mario. Donc il est forcément très inspiré du personnage de Mario dans sa dégaine, sauf que lui est un petit peu plus enrobé, si je puis dire, avec une moustache un peu plus chaotique aussi, et c'est un motard. Et son gros pif rouge. Moi j'aime bien l'appeler le loupard. Pour moi Wario c'est le loupard. Et comment ils ont représenté ça?
je trouve que c'est hyper intéressant en termes de game design, en termes de gameplay. On a un personnage qui est déjà beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant que Mario. Tu vois, lui, il va défoncer les trucs à coups d'épaule, il va rentrer dans l'art et tout. Enfin, c'est un personnage qui est déjà beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus bourrin, quoi, si je puis dire. Oui, c'est clair. Et ça, c'est cool, parce que ça dénote tout de suite, ça casse un petit peu les codes avec Mario, tout en gardant quand même des aspects liant avec l'univers de Mario. Et là on va penser aux pièces, parce que on se dit que notre petit Wario c'est un gars qui aime bien la thune, mais Mario en attendant il va chercher des pièces et des étoiles aussi dans les niveaux, tu vois, donc on peut quand même faire ce petit parallèle. C'est vrai. Même si c'est pas pour s'enrichir, Mario, c'est pour sauver la princesse. C'est pour la princesse, hein. Mario. Mario, il est plombier, quoi. Il vient réparer la tuyauterie. Ami plombier, si vous nous écoutez. Non mais c'est très vrai, Mario est là pour sauver la princesse et voilà, et faire sa life. Wario il est juste pour vivre dans l'opulence, et ça se retrouve dans les éléments de gameplay. Dès le 1, Wario il peut mettre des chapeaux, des casques. Il avait le casque dragon pour cracher du feu, le casque taureau pour foncer dans les trucs, pour casser les trucs et tout. Ouais, ça je trouvais ça hyper génial, tu vois, parce que c'est un personnage vraiment qui est bourrin et avec un game design très basé sur l'exploration. Il y avait des petits secrets, il fallait trouver les trésors, il fallait dénicher les pièces, parce que vraiment l'intérêt du jeu c'est de s'enrichir. Donc il y a ce côté exploration, refaire les niveaux, etc., etc. Donc ça c'est déjà assez différenciant, je trouve, avec Mario. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est même complètement différent, tout à fait. Le 2, il instaure une autre mécanique qui est hyper brillante, c'est que Wario est invincible. Là aussi, pour vraiment contrebalancer avec l'expérience Mario qui est plutôt du die and retry, c'est plutôt tu meurs, tu vas réessayer, tu meurs, tu vas réessayer, etc. Là, Wario, il est invincible, il peut pas mourir, et ce qu'il faut faire, c'est plutôt des énigmes, il a des obstacles, il a des ennemis, il peut se transformer, Wario de feu, un gros Wario, un Wario zombie, et c'est, tu vois, des petites énigmes qui vont te faire traverser des niveaux et découvrir des secrets, toujours dans le but de t'enrichir. Et c'est pas des niveaux qui sont linéaires, il y a plein d'embranchements, il y a des fins alternatives, etc. Pareil, c'est bien, parce que t'es pas sur un gameplay qui est punitif, t'es plus sur un gameplay qui est exploratif. Ça se dit pas du tout, mais vous m'avez compris. On a compris. Wario Land 3, lui, il rajoute des pour l'époque, hein, Wario Land 3, année 2000, donc il y a 24 ans, 25 ans, il inclut des mécaniques de Metroidvania. Donc on va refaire plusieurs fois les niveaux, après avoir débloqué des nouveaux pouvoirs, des clés, etc. Donc tu vois, tu as du backtracking, tu vas vraiment, enfin pas du backtracking, mais tu vas plutôt refaire les niveaux que tu as déjà fait, les farmer un petit peu, rallongeant la durée de vie, donnant de la consistance et de l'épaisseur au jeu. Ça, pareil, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Et le 4, on aura un petit focus un peu plus tard sur le 4, mais lui il casse un petit peu tout ça, tu retrouves la barre de vie et t'es plus en mode speedrun, t'as des chronos pour les niveaux et il faut vraiment aller plus vite. Donc tu vois des éléments en tout cas je trouve différenciants, et c'est là où je vais dire que Wario Land a des codes. On l'a dit, on compare avec Mario qui est fort, courageux, sans reproche, il sauve la princesse, etc. Presque c'est le héros. Ils ont créé aussi... C'est le chevalier blanc. Ouais, exactement. Ils ont créé Luigi, le personnage de Luigi qui lui est peureux, drôle, gaffeur, mais très attachant, tu vois, avec un côté très fragile. Les jeux Donkey Kong avec beaucoup plus d'agilité, végétale, animale, etc. Enfin ça colle parfaitement au lore. Et on a ce Wario qui est plus sur du voyage, de la bagarre, un truc un peu loufoque. Moi c'est un Indiana Jones, un loupard Indiana Jones si je puis dire, qui est vraiment là pour récolter des richesses. Donc les jeux Wario ont une vraie ADN, une ADN qui pour moi tranche pas mal avec les jeux Mario. Ils ont une approche plus chaotique, excentrique, que des mécaniques plus fines de gameplay que Mario, qui est plus sur la précision, la plateforme, etc. Et en ça, c'est pour moi le coup de génie vraiment de Nintendo, c'est que de leur personnage, ils créent un game design, un gameplay, une identité, et je trouve ça trop brillant.
Oui, puis c'est vraiment une autre proposition. Ouais, ça tranche avec ce qu'on a l'habitude des jeux Mario. Je l'ai pas dit, il y a eu 2 autres Wario Land. Enfin, il y a eu Wario Land The Shape Dimension que j'ai pas fait, qui est sorti sur Wii, qui est pareil en 2D, qui est magnifique. Donc j'en parlerai pas trop parce que je l'ai pas fait, mais qui me tente beaucoup. Et il y avait une tentative aussi de Wario World, donc pour faire rappel avec les Mario World, une tentative 3D et tout, mais pareil, ça j'ai pas testé. Et puis il y a aussi les WarioWare, donc c'est pas du tout la même chose, mais on retrouve le personnage de Wario. Ouais, je parle un petit peu plus tard des WarioWare, tu as raison, et qui ont pas mal tranché avec ces jeux plus d'exploration, de plateforme, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote, donc il y a eu, Kira, sur Virtua Boy, un jeu Wario Land sorti en 95. Je crois qu'il y a eu que 14 jeux sortis aux États-Unis de la Virtua Boy, et Wario Land en fait partie. Donc voilà. D'accord. Petite anecdote. Oui, si c'est le même créateur, c'est logique en même temps. Avec le jeu en rouge, en 3D, enfin c'était bizarre. Et petit focus sur Wario Land 4. Pourquoi focus ? Parce que c'est le seul qui est jouable facilement aujourd'hui, et je dirais comment. J'ai fait le 100%, et dans ce jeu il faut parcourir 4 mondes. Donc pareil, on reprend un petit peu les éléments du 2, où ton Wario il va pouvoir se transformer, enfin subir des états, donc de zombies, de feu, il va pouvoir écraser des choses. Le level design il te pousse un tout petit peu à l'exploration, mais pas trop, parce qu'il faut rechercher des parties d'un joyau. Dans chaque niveau, tu as 4 parties d'un joyau pour en faire un seul, et tu as un disque de jukebox pour réécouter les musiques à volonté. Et tu as l'introduction, en effet, de premiers mini-jeux. Et c'est ça qui me fait dire que, tu vois, c'est une des premières briques vers WarioWare, parce que avant les boss, tu avais la possibilité de faire des mini-jeux pour gagner des pièces et t'acheter des boosts pour battre plus facilement les boss de chaque niveau. Donc tu vois, t'avais ce côté un petit peu mini-jeu et tout qui était assez dispensable malgré tout. Moi j'ai pas trop utilisé ça. Ouais, c'est pas ce que tu as fait le plus. Et tu vois, ce Wario Land 4, c'est celui que j'aime le moins, parce qu'il a déjà un univers plus urbain, très what the fuck. Les niveaux ils sont très originaux, t'es dans des décharges publiques, enfin des trucs un peu bizarres. Il y a un niveau avec où c'est un hôtel un peu hanté, lui je l'aime beaucoup, mais on perd un petit peu ce côté Indiana Jones, temple perdu, trésor, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et aussi, comme je l'ai dit, ils ont réintroduit le fait que Wario peut mourir, donc ça c'est étonnant alors que c'est un élément fort, tu vois, de la saga. Et aussi ils ont rajouté un côté timer, donc tes niveaux, t'as plus intérêt à les faire de façon frénétique, rapide, que d'explorer. Donc tu perds ce côté un petit peu exploration que t'avais dans les autres Wario, et ça je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Ils ont plus basé le truc sur la partie frénétique, drôle, que sur la partie explo. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, je vois plus cet épisode 4 pas comme un héritier des 1, 2, 3 qui eux ont une vraie cohérence, mais plus comme une transition vers les WarioWare où Wario devient un personnage un peu drôle, un peu où tu vois, t'es plus dans du jeu popcorn frénétique, décalé et tout, basé sur la vitesse que sur des jeux d'exploration. Donc ça c'est mon petit bémol, mais le jeu reste quand même vraiment très cool. En fait, j'aime à dire que c'est le bon point d'entrée pour les Wario Land. Je conseille presque de commencer par le 4 et après faire le 1, 2, 3, parce qu'en fait, après revenir en arrière. Ouais, oui. Ton expérience fait que de s'améliorer, tu vois. C'est une expérience qui est vraiment, du coup, qui s'enrichit et qui est vraiment très cool. Au crédit du jeu, quand même, les boss. Il y a des boss avec des patterns bien particuliers pour les tuer, et ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. C'est dommage qu'il n'ait pas ressorti de Wario Land sur Switch, par exemple. Ça aurait pu être cool. On a eu un jeu Peach, ce qui est sympa. On a eu un jeu avec la princesse Zelda aussi, et redéterrer Wario en aventure solo, ça aurait pu être sympa aussi. Et en plus, Kira, avec le retour aux sources des 1, 2, 3, enfin surtout le 2 et surtout le 3, en fait tu fais un Wario Land, tu ressors un Wario Land mais en mode Castlevania, enfin Metroidvania, vraiment dans ce pur jeu, parce que en plus il y a eu un boom énorme avec les jeux indés, les Dead Cells, les Hollow Knight, les Ori. En fait, ça marcherait, je pense, très très fort. Et en fait, ouais, il nous faut vraiment ça, cette proposition. Je pense qu'elle a toute sa place aujourd'hui dans ce côté très exploration, moins frénétique justement, où tu prends plus ton temps, tu débloques des compétences avec le temps, tu reviens dans les niveaux, etc. Ça, pour moi, c'est la formule de Wario Land qui fonctionne très bien et qu'il faut à tout prix. Surtout que c'est, comme tu disais, c'est un jeu qui est un genre qui revient à la mode, en tout cas. Même moi, je m'y suis mis, donc c'est dire. Alors pourtant, au début, c'était pas vraiment ma cam. Et en modifiant la difficulté pour que ce soit accessible à tout le monde, je suis sûr que c'est un jeu, ils en vendraient des palettes, quoi.
chez Nintendo, tu as Metroid. Certes, c'est le taulier, mais Metroid, ça reste pas un jeu niche, mais ça reste un univers qui est pour moi moins accessible que l'univers Mario. Et oui, un Wario Land contemporain Metroidvania très Nintendo dans le délire, un peu à la Super Mario Wonders avec des idées de gameplay qui changent, etc. Moi, ce serait un carton. Enfin, j'adorerais ce jeu-là. Ah, je confirme, j'ai essayé Metroid Dread, c'est dur. Hein. Ouais, j'ai pas trop aimé. Pourtant, j'aime bien, mais. Oh, la difficulté, la vache. Ouais. Oh, ouais, il y a des passages, il est rude. Tu t'arraches les cheveux. Avant la conclusion, comment on joue à Wario Land 4 ? Donc c'est sur le Nintendo Switch Online avec le pack additionnel. Donc dans l'application Game Boy Advance, vous avez le jeu qui est sorti. C'est comme ça que je l'ai refait récemment et que j'ai eu l'idée de cette chronique. Et pour les autres jeux, malheureusement, c'est très difficile. Si vous aviez une Nintendo 3DS et que vous les aviez achetés sur la console virtuelle de l'époque, c'est ok. Mais depuis 2023, vous pouvez plus. Et donc, pour jouer aux anciens, c'est malheureusement en émulateur, il n'y a pas de façon d'y jouer. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire du Wario Land, c'est le 4 et c'est sur la Nintendo Switch. Et en plus, c'est pas le meilleur, bien qu'il reste un très bon jeu. Donc en conclusion, Wario Land est avant tout un personnage, moi celui que l'on adore détester, donc c'est une formule qui revient souvent, mais il est méchant, il est vulgaire, il est antipathique, c'est un loupard, un loupard pilleur de tombes, chasseur de trésors, bourrin et tout, mais pour moi c'est un des coups d'éclat de Nintendo, vraiment, c'est l'ADN de Nintendo, c'est ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir décliner un jeu, un univers, un lore, une philosophie, jusqu'aux éléments de game design qui représentent ce personnage. Et ça, je trouve que c'est très, 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 très fort. Et elle a toute sa place dans le paysage vidéoludique actuel, c'est ce que je disais. Donc voilà, j'aimerais vraiment revoir venir Wario Land avec ses mécaniques de Metroidvania. Mais en attendant, vous avez le 4 sur Nintendo Switch. Si vous êtes abonné au pack additionnel, franchement, c'est un très bon point d'entrée. Et peut-être que vous basculerez ensuite sur émulateur pour faire les 1, 2, 3 qui sont des petits chefs-d'œuvre. Moi, c'est vrai que ça m'a donné envie de faire le 4 que je n'ai jamais fait. Je me rappelle vraiment que du tout premier que j'avais joué quand j'étais petit. Et oui, j'aimerais bien. Nintendo qui est devenu spécialiste du recyclage, pourquoi ne pas sortir une compile ? Pour une fois, s'il n'est pas disponible et qu'il est disponible qu'en émulateur. Parce que bon, autant pour les jeux récents, je suis toujours en train de grincer un petit peu des dents, mais pour des jeux comme ça, c'est du patrimoine, quoi. Surtout que c'est vraiment, vraiment bien. Donc écoute, on a envoyé notre bouteille à la mer, espérons que Nintendo nous écoute. Enfin, ça, on le sait que Nintendo nous écoute, évidemment, nous sommes la taverne du gamer. Mais s'ils pouvaient accéder à nos souhaits, ce serait très bien. Mais en attendant, pour faire plaisir à Netflix aussi qui nous écoute, Squid Game 2, Kira, on t'écoute. Tout à fait, Squid Game 1, la série que j'ai adorée quand elle est sortie, j'attendais la 2 aussi assez fébrilement comme toi, car la série, la saison 1 se suffit à elle-même, je pensais qu'elle avait déjà tout dit, mais c'est plus nuancé que ça, donc je vous ai sélectionné une petite musique et puis on attaque. Allez. Après le succès phénoménal de la première saison, le créateur, alors je vais essayer de le dire, qui s'appelle Wang Dong-hyuk, donc a été confronté à une pression assez intense de Netflix pour développer une suite à la hauteur des attentes. Conçue comme un one-shot, la première saison, qui avait déjà mis près d'une décennie à voir le jour, avait déjà établi des bases solides en termes de narration. Le défi était donc de concevoir une suite qui ne se contenterait pas de répéter les mêmes recettes, mais qui approfondirait les thèmes et les personnages. Au vu du succès, Netflix fait péter le chéquier avec un budget de plus de 100 millions de dollars pour cette seconde saison. Ah oui. La saison 2 reprend là où la première s'était arrêtée. Ji-yoon, après avoir renoncé à utiliser son prix pour fuir aux États-Unis, décide de traquer les organisateurs des jeux. Il découvre que ceux-ci ont évolué avec de nouvelles épreuves, de nouveaux participants, et issus de milieux variés, intègrent le casting, reflétant une diversité sociale et culturelle au sein de la Corée du Sud. Ok. Les épisodes alternent entre les jeux mortels et les moments de réflexion, comme dans la première saison, donc où Ji-yoon tente de rallier d'autres participants à sa cause pour arrêter les jeux. Parmi les nouveaux personnages, on trouve
par exemple un youtubeur, une mère et son fils, un ancien militaire transsexuel ou une jeune mère prête à tout pour sauver son enfant. Leurs interactions permettent de s'attacher aux personnages, comme ce fut le cas dans la première saison, et certaines morts ne le laissent pas indemne. La série parvient à maintenir un équilibre entre suspense, émotion et la fameuse critique sociale est toujours en trame de fond. Même si le début de saison est assez redondant par rapport à la première, j'ai quand même senti que l'auteur a tenté de raccrocher les wagons, tu sais, comme il pouvait en tout cas. Pour surfer un petit peu sur... Enfin, tu as parlé que Netflix a mis l'impression, mais peut-être qu'il y avait un petit cahier des charges aussi à respecter en reprenant, tu vois, des jeux de l'ancien, de l'ADN, mais je suis content d'entendre qu'il y a toujours ce fond de critique sociale, parce que finalement c'est ça que Squid Game, au-delà des jeux, c'est une vraie critique morale de la société actuelle. Et c'est ce qui fait la force du cinéma coréen, c'est qu'il y a toujours cette critique sociale. Tu regardes par exemple Parasite, tu vas regarder Dernier train pour Busan, ou même le transpersonnage. Il y a toujours cette critique de lutte des classes et de personnes marginalisées en fait qu'on retrouve dans la saison 1 de Squid Game et qu'on va retrouver encore plus dans cette saison 2. Donc ces nouvelles thématiques ainsi que des personnages donc sont bien développés, ça compense largement ce début de saison un peu poussif. Comme on le disait tout de suite, donc cette critique sociale continue d'être le pilier central de la série, tout en explorant de nouvelles facettes. Les thématiques abordent des aspects variés comme l'abus de pouvoir, le traitement des personnages marginalisés ou les dilemmes moraux créés par un système de compétition. Les jeux ne sont pas seulement des épreuves, ils sont aussi des miroirs déformants de la société contemporaine. Par exemple, certains jeux mettent en avant les manipulations subtiles que les joueurs subissent, symbolisant les pressions invisibles que chacun rencontre dans le monde réel. La série ne se contente donc pas de dénoncer les inégalités économiques, elle questionne également sur la psychologie de ces personnages rejetés au pied du mur pour différents motifs. De ce côté, je trouve que cette saison est même plus aboutie que la première saison. Ouais, alors, il y a le thème très sociétal, comme on disait, mais tu vas aussi jusque l'individu, la pression individuelle qu'il peut recevoir, du coup, j'imagine sur plusieurs thèmes, religieux peut-être, social, exactement, familial, classe sociale aussi peut-être, enfin c'est intéressant. Parce que là où la saison 1 se concentrait sur des groupes de personnes, même si c'était des personnes différentes au sein des groupes, pour vraiment se concentrer sur le groupe, la cohésion, là on va vraiment se concentrer sur l'individualité de ces personnes à travers les groupes en fait. Okay. Et que parfois l'ennemi mon ennemi est mon ami, enfin tu vois le classique, mais surtout qu'est-ce qui fait qu'ils en sont arrivés là en fait. Alors Lee Jong-jae, j'ai réussi à le dire je pense, incarne Ji-yoon, donc il est méconnaissable dans cette saison 2. Si dans la première saison il représentait un homme ordinaire, désespéré et acculé par les dettes, cette fois son personnage a évolué vers un individu marqué par la douleur et animé par un désir de justice. Lee parvient à capturer cette transformation avec une performance très nuancée, où il alterne entre vulnérabilité et détermination. Sa métamorphose est tellement palpable que par son physique et sa gestuelle également, on ressent tout le poids émotionnel des décisions qu'il a pu prendre par le passé. Ce changement le rend encore plus touchant, car il s'écarte de la pattern du simple survivant pour devenir un personnage actif au sein du groupe, contrairement à la saison 1 où il était un simple suiveur un peu naïf, et tu sais qu'il y avait une certaine un certain optimisme sur le déroulement de la situation. Mais pour moi la plus grosse surprise est le fameux joueur numéro 1. Donc tu te rappelles du joueur numéro 1 dans la saison 1 ? Oui, très bien. Donc c'était le petit papy, qui avait toute sa backstory et tout. Là on va se retrouver avec un nouveau joueur numéro 1 qui est un des personnages les plus mémorables. Il était déjà présent dans la saison 1, donc je vais pas dire pour pas spoiler, mais son retour dans la saison 2 est traité avec un soin particulier. Il est interprété magistralement par un acteur qui s'appelle Oh Young-soo. Il parvient à transmettre une ambiguïté assez incroyable, l'une des qualités même les plus remarquables de son jeu, et sa capacité, tu sais, à incarner à la fois une fragilité donc très très humaine et même attachante, on va dire, malgré ses actions en tout cas, et surtout sa part sombre et son intelligence redoutable. Sa présence est assez magnétique et je le trouve qu'il ressemble d'ailleurs de ouf à Matt Mikkelsen. Donc il a un certain mélange d'élégance, de mystère et surtout d'intensité retenue, tu sais, physiquement en tout cas il en impose. Sa présence irradie à chaque fois que tu le vois.
Donc numéro 1 incarne une critique plus subtile mais assez puissante des élites. Son personnage illustre à quel point les privilèges peuvent déformer les valeurs humaines. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher de ressentir une forme de compassion pour lui, tant son interprétation est riche et nuancée. Donc le contraste entre sa douceur apparente et ses motivations profondes donne vraiment à son personnage une densité assez rare dans les prods Netflix en tout cas. Alors il y a une histoire parallèle à tout ça, donc ça se passe à l'extérieur et pour moi c'est le plus gros point faible de la série. C'est très peu intéressant et c'est pas nécessaire à mon sens. Peut-être que ça sera davantage développé dans la saison 3 où en fait on suit le flic, tu sais, qui était déjà là dans la saison 1, qui est avec un autre groupe de mercenaires on va dire et qui recherche l'endroit où se passent les jeux. C'était déjà la faiblesse du 1 en soi. C'était déjà la faiblesse du 1, mais là le fait qu'on se concentre sur un groupe, je trouve quand même assez caricaturaux et au final tout leur passage quand on sort du concept du jeu en fait c'est un peu long, tu vois. Les épisodes sont aussi plus longs, les épisodes durent 1 heure de mémoire, la saison 1 les épisodes duraient 50 minutes. En conclusion, Squid Game saison 2 est un petit miracle, car partant d'un postulat qu'aucune suite n'était envisagée, son auteur a réussi à étendre son histoire tout en restant pertinente. Elle pose des questions importantes sur la nature humaine et sur les structures du pouvoir, tout en offrant un divertissement de qualité. Une 3e saison est donc inévitable, donc des fans comme moi attendent avec impatience de voir où l'histoire de Ji-Hoon se conclura. Je regrette quand même quelque chose, c'est qu'ils ont annoncé sa saison 2, moi je le vois plutôt comme une saison 2 partie 1 en fait. La série est plus courte, la saison 2 elle doit faire 7 épisodes de mémoire et en fait j'ai vraiment cette sensation d'une saison coupée en 2 où on s'arrête vraiment sur un gros cliffhanger de chacal et comme la saison met facile 2 épisodes à se lancer, tu sais, pour raccrocher les wagons, au moment où on décolle dans la série en fait, c'est déjà la fin. Donc même si c'est très très efficace et ce que j'ai vu dans la série est quand même assez incroyable, et pour moi c'est dommage parce que il y a pas cette sensation d'aboutissement comme avait la première saison. Ouais, ça donnait le sentiment de, ça se trouve ils ont fait la 2 et la 3 coup sur coup et ils l'ont coupé en 2. Enfin c'était peut-être qu'une seule saison quoi. C'est même sûr, moi je pense que c'était qu'une seule saison de peut-être de 14 épisodes, ils l'ont coupé en 2, ils ont appelé ça saison 2, saison 3, mais c'est plus comme le fait souvent Netflix, partie 1, partie 2 quoi. Dommage. Donc je vous recommande quand même cette saison, je vous recommande également cette série, parce que j'ai fait la saison 1 et la saison 2 à la suite, j'ai beaucoup apprécié, j'ai redécouvert en plus des choses de la saison 1 sous le prisme de la saison 2, et ça reste encore une très bonne pioche en tout cas. Donc je suis de plus en plus fan du cinéma coréen. Je me suis refait, tu sais, les Seoul Station, Dernier Train pour Busan et Peninsula. Et c'est vrai que c'est des films que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la sensibilité coréenne, donc soit dans les séries télé ou leur cinéma en tout cas. Et je trouve même qu'ils sont beaucoup plus novateurs et plus pertinents dans pas mal de sujets en fait que le cinéma américain ou le cinéma français. Je suis assez d'accord. Ils ont une sorte de vent de fraîcheur qu'on retrouve pas partout. Moi, je pense à Old Boy, je pense à Parasite aussi que j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est vrai. Je suis complètement de ton avis. Et tu m'as donné envie de regarder Squid Game saison 2 alors que moi, j'étais pas chaud. Comme je disais, c'est la saison de trop. Enfin, ils auraient dû rester sur la 1. Mais tu m'as chauffé. Tu vas voir surtout sur les personnages parce que j'ai lu une interview en préparant le podcast du créateur qui disait s'il avait su qu'il allait faire une saison 2 il aurait fait survivre plus de personnes de la saison 1 en fait. Et là le fait qu'il ait dû redémarrer sur une page blanche, il a dû forcément recréer des backgrounds, se creuser la cervelle et du coup il a toucher certaines thématiques qu'on n'avait pas du tout dans la saison 1 et par exemple je pense au personnage qui est transsexuel, je ne savais pas à quel point cette on va dire cette caste, on va dire ces personnes transgenres étaient autant on va dire diabolisées en Corée à un point que c'est un sujet qui est très très tabou quoi. Et le fait de mettre ce personnage en avant, de voir ses motivations en fait ça les rend d'autant plus touchants parce qu'il est écrit par le prisme de quelqu'un qui vit en Corée et qui subit ces choses là en fait. Et ça par exemple on ne l'avait pas eu dans la saison 1 donc ça lui permet de vraiment de parler d'autre chose. Après encore une fois le rythme est un peu bâtard et ça peut être gênant au début quoi. Ok, bon écoute, très bonne pioche, merci beaucoup Kira. As-tu des big up avant de conclure cette petite émission? Non, je n'ai pas de big up cette semaine. Alors j'en ai 3 de mon côté. J'ai Lugo qui a mis 5 étoiles et qui aimerait bien s'asseoir à la table de notre taverne.
Bah écoute, tu es à notre table et bienvenue avec nous. Il y a Exactement, il y a de la place. Il y a de la place. Martin F qui a bien aimé notre émission duel entre guillemets Tekken et Mortal Kombat. Et il voudrait la même chose sur Assassin's Creed Shadow et Ghost of Yotei. Why not? Ça peut se faire. Je vais faire Ghost of Yotei, c'est sûr. J'avais prévu de faire Assassin's Creed Shadow. Je le fais pas tout de suite car j'ai d'autres priorités financières, on va dire. Donc je le ferai quand il baissera de prix et surtout quand le jeu sera patché, parce qu'après il y a quand même quelques bugs. Donc j'attends de voir en tout cas. Les premiers retours sont bons, mais ça peut être intéressant en tout cas. Bah écoute, Martin F, tu as été entendu. Vincent sur Instagram qui a platiné la Taverne du Gamer et qui pour lui nous sommes la plus belle découverte de Podcastland. Donc merci beaucoup. Il adore quand on dit le terme dinguerie aussi, donc promis, nous le dirons plus jamais. Oh, voilà. Quelle horreur! Moi, je ne dirais pas ça, c'est mort! Et c'est tout pour les big up. Bah, c'est déjà des très beaux big up, merci. Ils nous vont droit au cœur, évidemment, et vous savez que ça compte beaucoup pour nous, c'est pour ça qu'on prend du temps pour vous citer à chaque fois. Et Kira, je te laisse le mot de la fin, conclue cette belle émission. Alors, déjà, moi, la semaine prochaine, ça sera Like a Dragon Pirate Yakuza, ça sera mon premier Like a Dragon que je chroniquerai dans le podcast. C'est vrai que j'ai pas chroniqué les autres, une saga que j'adore. C'est quoi, toi, ton prochain sujet? Ce sera une série, donc j'ai changé parce que je voulais faire Dracolos et le Facteur Pokémon, mais le film est jamais sorti sur le YouTube français, il est que sur le YouTube japonais, donc c'est un peu relou, donc je suis passé sur la série Shrinking sur Apple TV+. Très bien. Moi, comme d'habitude, ce fut un plaisir d'animer cette émission avec toi. J'espère que l'émission vous plaira, bien entendu, on l'a fait avec amour en tout cas. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite également de jouer à des jeux très cool, d'aller au cinéma. Je vais aller voir Mickey 17, ça a l'air très cool également, réalisé par le créateur de Parasite avec Robert Pattinson, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire, de vous faire vos retours, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.